Je ne voulais jamais retourner à Paimpont. Après ce qui s'est passé en août dernier, j'avais juré de ne plus jamais mettre les pieds en Bretagne, de ne plus jamais entendre parler de cette maudite forêt qui hante mes nuits depuis des mois. Mais les cauchemars ne cessaient de revenir chaque nuit, toujours les mêmes images obsédantes. Des arbres centenaires qui murmurent mon nom dans une langue que je ne reconnais pas. Des pierres mégalithiques qui se déplacent seules sous le clair de lune. Et cette silhouette, encapuchonnée aux traits indistincts, qui me fait signe depuis la lisière sombre, m'appelant d'un geste lent et hypnotique. Mon médecin, le docteur Moreau, un homme pourtant rationnel et pragmatique, m'avait expliqué lors de notre dernière consultation que seul un retour sur les lieux pourrait m'aider à retrouver la paix intérieure. Il parlait de thérapie d'exposition, de confrontation avec les traumatismes, de reconstruction psychologique. Ces mots résonnaient avec une assurance professionnelle qui m'avait presque convaincu. Presque seulement, car au fond de moi, une petite voix me chuchotait que c'était une erreur monumentale. C'était effectivement un mensonge dangereux qui a failli me coûter bien plus que ma santé mentale. Maintenant, après ce que j'ai vécu et ce que j'ai vu, je sais pourquoi personne ne parle vraiment de ce qui se cache dans les profondeurs obscures de la forêt de Brocéliande. Je comprends pourquoi les habitants du coin détournent le regard quand on évoque certains endroits, pourquoi ils changent précipitamment de sujet quand on mentionne les vieilles légendes. Ce n'est pas de la superstition rurale ou de l'ignorance paysanne. C'est de la prudence, une prudence vitale face à des forces qui dépassent l'entendement humain. Tout a commencé de façon anodine, par une simple randonnée estivale que j'avais planifiée des semaines à l'avance. J'étais venu passer une semaine de vacances, seul dans le Morbihan, fuyant le stress accumulé de ma vie parisienne, loin des écrans omniprésents, du bruit incessant du trafic, de la pollution visuelle et sonore de la capitale. J'avais besoin de retrouver un contact authentique avec la nature, de respirer un air pur, de marcher sur des sentiers où mes pas ne seraient accompagnés que par le chant des oiseaux et le bruissement du vent dans les feuilles. L'auberge de Paimpont m'avait semblé parfaite pour ce genre de retraite spirituelle. C'était un établissement familial à l'ancienne, tenu par une vieille dame aux cheveux blancs comme la neige, Madame Le Goff, qui parlait le breton avec cet accent chantant et mélodieux que j'adorais enfant, quand ma grand-mère maternelle, originaire de Kemper, me racontait des histoires au coin du feu. Cette femme avait quelque chose de rassurant dans sa manière de se mouvoir, de parler, de vous regarder droit dans les yeux avec une franchise désarmante. Elle m'avait accueilli ce premier soir avec une tisane fumante aux herbes locales, un mélange de camomille, de menthe sauvage et d'autres plantes que je n'arrivais pas à identifier, accompagné de galettes au beurre salé, encore tiède, tout juste sorti du four. Le petit salon de l'auberge respirait l'authenticité. Poutres apparentes noircies par les siècles, cheminées en pierre de granit, mobilier en chêne massif ciré avec amour, et partout ces objets traditionnels bretons qui témoignaient d'un patrimoine préservé avec fierté. Le premier jour de ma randonnée, j'avais consciencieusement suivi le sentier touristique classique, celui que tous les guides recommandent aux visiteurs de passage. J'avais visité la fontaine de Jouvence, dont l'eau cristalline reflétait les rayons du soleil matinal, le tombeau de Merlin, avec sa dalle de schiste rouge couverte de mousse verdâtre, l'arbre d'or dont le feuillage doré scintillait dans la lumière tamisée qui filtrait à travers la canopée. Tous ces lieux que les dépliants touristiques
présentent avec emphase comme magiques, chargés d'histoire et de mystère, mais qui ne sont finalement que des curiosités géologiques et botaniques pour quarts de touristes pressés et appareils photos numériques. En déambulant sur ces sentiers bien balisés, parfaitement entretenus par l'office de tourisme local, j'avais l'impression désagréable d'être dans une sorte de parc d'attractions celtique, avec ses panneaux explicatifs en 3 langues, français, anglais et breton, ses poubelles vertes discrètement dissimulées derrière les buissons, ses bancs en bois traité disposés à intervalles réguliers pour le repos des marcheurs fatigués. L'ensemble manquait cruellement d'authenticité, de cette émotion brute que j'étais venu chercher. Les vrais mystères, me disais-je en observant les groupes de touristes qui mitraillaient chaque pierre de leurs objectifs, devaient nécessairement se cacher ailleurs, dans des endroits moins accessibles, moins domestiqués par l'industrie du tourisme de masse. Il fallait s'écarter des sentiers battus, explorer les zones moins fréquentées, celles où la nature avait conservé son caractère sauvage et imprévisible. C'est précisément ce soir-là, dans l'atmosphère feutrée de l'auberge, que Madame Le Goff a évoqué pour la première fois l'existence d'autres sentiers, d'autres possibilités d'exploration. Nous prenions un digestif à base de poires, William dans le petit salon, assis dans des fauteuils en cuir fauve qui craquaient doucement sous nos mouvements. La conversation avait naturellement dérivé sur ma journée, mes impressions, mes attentes pour les jours suivants. Quand elle m'a demandé, d'un ton apparemment désinvolte, si j'avais visité les vraies pierres, son regard avait instantanément changé d'expression. Ses yeux bleus, jusque-là bienveillants et pétillants de malice grand-maternelle, s'étaient assombris, comme voilée par une ombre intérieure. Elle me scrutait intensément, comme si elle évaluait quelque chose en moi, testait ma réaction, jaugeait ma personnalité ou ma capacité à entendre certaines vérités. J'avais répondu que non, intrigué par ce pluriel mystérieux et par le qualificatif « vrai » qui suggérait l'existence de fausses pierres, ou du moins de pierres moins authentiques que les autres. Cette distinction m'interpellait. Qu'est-ce qui rendait certaines pierres plus vraies que d'autres? L'âge, l'origine, le contexte historique, ou quelque chose de plus ésotérique, de plus difficile à cerner? Elle s'était levée lentement, avec cette grâce économe des personnes âgées qui ont appris à ménager leurs gestes pour fermer méthodiquement les volets de bois peints en bleu marine. Puis elle était revenue s'asseoir en face de moi, le visage grave, et m'avait regardé droit dans les yeux, avec une intensité qui m'avait mis mal à l'aise. L'atmosphère de la pièce avait changé, comme si nous venions de franchir une frontière invisible, de pénétrer dans un territoire conversationnel plus périlleux. Il y a des endroits dans la forêt, avait-elle commencé d'une voix plus sourde qu'à l'ordinaire, où les gens du coin ne vont jamais, même nous qui sommes nés ici, qui avons grandi avec ces arbres et ces sentiers, qui connaissons chaque recoin de cette terre par cœur, des cercles de pierres plus anciens que tout ce qu'on montre aux visiteurs, plus anciens que les monuments celtiques, plus anciens que les constructions gallo-romaines, peut-être même plus anciens que la mémoire collective de notre peuple. Sa voix avait pris une intonation différente, plus grave et solennelle, presque liturgique, comme si elle récitait une leçon apprise par cœur depuis l'enfance. Les mots sortaient de sa bouche avec une cadence régulière, hypnotique, qui me captivait malgré moi. J'avais posé mon verre sans m'en rendre compte, suspendu à ses lèvres.
On les appelle les pierres noires, bien qu'elles ne soient pas vraiment noires, avait-elle continué en fixant les flammes qui dansaient dans la cheminée. Mes grands-parents, qui les tenaient de leurs propres grands-parents, me racontaient que certains soirs, quand les conditions atmosphériques s'y prêtent, pas de lune, brouillard, épais, vent d'ouest, on entend des chants venir de là-bas, pas des chants chrétiens comme ceux qu'on entonne à la messe du dimanche, pas des chants bretons traditionnels non plus, comme ceux qu'on chante au festounos, quelque chose de plus vieux, de plus profond, de plus troublant. Elle avait marqué une pause, le temps de boire une gorgée de digestif, ses yeux perdus dans la contemplation du liquide ambré qui scintillait à la lumière du feu. Quelque chose qui fait que les chiens du village refusent catégoriquement de s'approcher de cette partie de la forêt, même en plein jour, même accompagnés de leur maître. Ils s'arrêtent net à une certaine distance, se mettent à gémir et à trembler, puis font demi-tour en courant, la queue entre les jambes. Les chevaux aussi refusent d'avancer quand on essaie de les diriger vers ces chemins-là. J'avais souri à ce moment, pensant naïvement à une légende locale pittoresque, de ces histoires de folklore que chaque région entretient pour préserver son identité culturelle et attirer les touristes friands d'authenticité. Mais elle n'avait pas souri en retour. Au contraire, son expression s'était durcie et elle m'avait servi un autre verre d'une main ferme avant de continuer son récit d'une voix monocorde qui me glaçait progressivement le sang. En 1978, avait-elle repris avec la précision méticuleuse de quelqu'un qui a raconté cette histoire des dizaines de fois. Un groupe de randonneurs allemands, des étudiants en archéologie de l'université de Munich, je crois, avaient voulu camper près des pierres noires. Ils étaient 7, tous jeunes, tous en bonne santé, tous expérimentés en matière de camping sauvage et de bivouac en forêt. Ils avaient tout l'équipement nécessaire, des tentes de qualité professionnelle, des sacs de couchage grand froid, des provisions pour une semaine. Elle avait bu une nouvelle gorgée, plus longue cette fois, comme pour se donner du courage avant de continuer. Le matin, les gendarmes de Pimpon n'en ont retrouvé que 5, tous inconscients, disposés en parfaite étoile autour du cercle principal des pierres, exactement comme s'ils avaient été placés là, selon un rituel précis. Ils ne se souvenaient absolument de rien de ce qui s'était passé après le coucher du soleil. Pire encore, pendant leurs crises de délire qui ont duré plusieurs jours à l'hôpital de Rennes, ils parlaient dans une langue inconnue que même les linguistes de l'université n'arrivaient pas à identifier. Je commençais à sentir un malaise diffus s'installer dans mon estomac, une sensation désagréable de froid intérieur qui n'avait rien à voir avec la température de la pièce. Cette vieille dame, si accueillante, si maternelle dans ses attentions, me racontait cette histoire avec un détachement clinique troublant, comme si elle récitait une prière qu'elle connaissait par cœur, une litanie macabre transmise de génération en génération. Les 2 autres n'ont jamais été retrouvés, avait-elle ajouté d'une voix neutre, malgré des recherches qui ont duré 3 semaines, avec des équipes cynophiles venues de tout le département, des hélicoptères de la gendarmerie, des spéléologues pour explorer les grottes environnantes, des plongeurs pour sonder les étangs et les rivières. Ils se sont volatilisés sans laisser la moindre trace, comme s'ils n'avaient jamais existé. Elle avait laissé s'installer un silence pesant avant de reprendre. L'enquête officielle a conclu à un accident de parcours. Il s'était perdu, avait consommé de l'alcool ou des substances hallucinogènes,
avait fait une mauvaise chute dans un ravin. Mais nous, les gens d'ici, on sait que certains endroits ne pardonnent pas qu'on les dérange sans permission, sans respecter les règles anciennes, sans connaître les mots qu'il faut prononcer et les gestes qu'il faut accomplir. Elle avait vidé son verre d'un trait, d'un geste sec et définitif, puis s'était levée avec une agilité surprenante pour son âge. Si vous voulez vraiment connaître Brocéliande, la vraie Brocéliande qui se cache derrière la façade touristique, il faut y aller, mais pas seul, jamais seul, et surtout, jamais après le coucher du soleil. Il y a des règles à respecter, des offrandes à faire, des mots à prononcer dans la langue des anciens. Sinon, la forêt vous gardera avec elle, comme elle a gardé ces deux jeunes gens il y a tant d'années. Cette nuit-là, j'avais très mal dormi dans ma chambre, mansardée aux poutres apparentes. Les craquements de la vieille auberge résonnaient bizarrement dans l'obscurité, amplifiés par le silence de la campagne environnante. Chaque grincement du bois, chaque soupir du vent dans les gouttières prenait des proportions inquiétantes. J'avais l'impression que quelqu'un montait et descendait sans cesse l'escalier de bois qui menait à l'étage. Des pas feutrés, mais perceptibles, qui s'arrêtaient parfois devant ma porte avant de repartir. Vers 3 heures du matin, dans cette période de la nuit où la réalité devient floue et où l'esprit est le plus vulnérable aux influences extérieures, j'avais cru entendre de la musique au loin, une mélodie plaintive et envoûtante qui semblait venir de la forêt, portée par le vent nocturne. Ce n'était pas une musique moderne, ni même une musique que je pouvais identifier avec certitude, plutôt un chant polyphonique aux harmonies étranges, comme si plusieurs voix se répondaient dans des tonalités impossibles. Intrigué et vaguement inquiet, j'avais ouvert la fenêtre à petits carreaux de ma chambre pour mieux écouter, laissant entrer l'air frais de la nuit bretonne. Mais dès que j'avais tendu l'oreille, concentrant toute mon attention sur ces sons mystérieux, le silence était redevenu total, absolu, comme si la forêt entière retenait son souffle. Même les chouettes et les autres animaux nocturnes s'étaient tus, créant un vide sonore déstabilisant. Le lendemain matin, après un petit déjeuner copieux arrosé de café au lait et agrémenté de confiture maison, Madame Le Goff m'avait donné des indications précises pour rejoindre les fameuses pierres noires. Elle avait sorti une vieille carte topographique jaunâtre, probablement datant des années 50, sur laquelle elle avait tracé au crayon rouge un itinéraire complexe, plein de détours et de bifurcations. Un sentier non balisé qui part derrière la chapelle Saint-Jean, avait-elle expliqué, en pointant du doigt un petit édifice religieux marqué d'une croix sur la carte. Vous suivrez un ruisseau asséché sur exactement 2 kilomètres. Comptez vos pas si nécessaire. C'est important de ne pas se tromper de distance. Puis vous bifurquerez vers l'est, au niveau d'un chêne foudroyé qu'on ne peut pas manquer. Un arbre gigantesque que la foudre a frappé il y a une vingtaine d'années et qui se dresse comme un monument funèbre. Elle m'avait aussi remis un petit sac en tissu grossier, fermé par un cordon de chanvre, qui contenait ce qu'elle appelait le nécessaire. Des herbes séchées que je ne reconnaissais pas, des pièces de monnaie anciennes, verdies par l'oxydation, une fiole d'eau bénite de la cathédrale de Rennes et d'autres objets plus mystérieux enveloppés dans du tissu noir. Vous déposerez tout cela au centre du cercle principal, avait-elle insisté avec une gravité que je n'avais encore jamais vue chez elle. Et vous réciterez 3 fois cette phrase en breton ancien. Elle avait écrit quelques mots sur un morceau de papier
que je n'arrivais pas à prononcer correctement, malgré ses répétitions patientes. Dweha, Satan, Rodinanaotre d'Avezanyamagne. C'est pour demander la permission d'être là, avait-elle traduit, devant mon air perplexe, aux forces qui gardent ces lieux depuis des millénaires. Si vous ne le faites pas exactement comme je vous l'ai dit, si vous oubliez ne serait-ce qu'un seul mot, vous ne pourrez pas repartir avant que la forêt ait pris ce qu'elle veut de vous. Et croyez-moi, vous ne voudrez pas savoir ce qu'elle pourrait exiger en échange. Vers 10 heures du matin, équipé de mon sac à dos contenant les provisions habituelles du randonneur, eau, barres énergétiques, trousses de premiers secours, boussole, carte, j'avais pris le chemin indiqué par la vieille dame. Le temps était idéal pour une randonnée. Ciel légèrement voilé qui filtrait la lumière sans créer de zones d'ombre trop marquées. Température fraîche, mais agréable. Pas de vent pour gêner la marche. Le sentier était effectivement impossible à trouver sans guide précis. Il serpentait entre des ronces épaisses qui griffaient les jambes, contournait des arbres aux formes tourmentées par les années et les intempéries, franchissait des ruisselets sur des troncs tombés qui servaient de ponts naturels précaires. Plus je m'enfonçais dans cette partie méconnue de la forêt, plus l'atmosphère devenait oppressante, chargée d'une énergie difficile à définir. La végétation elle-même changeait progressivement de caractère. Les chênes et les êtres habituels de la région laissaient place à des essences plus rares, plus anciennes, avec des troncs dont la circonférence dépassait largement ce qu'on peut voir dans les forêts modernes. Certains arbres semblaient véritablement préhistoriques, comme des survivants d'une époque révolue où la nature obéissait à d'autres lois que celles que nous connaissons. Les oiseaux se taisaient progressivement au fur et à mesure de ma progression, leurs chants matinaux remplacés par un silence ouaté qui étouffait même le bruit de mes pas sur les feuilles mortes. Cette absence de vie animale était troublante. Pas un écureuil bondissant de branche en branche, pas un insecte bourdonnant, pas même une mouche ou un moustique. Comme si tous les êtres vivants évitaient instinctivement cette zone particulière de la forêt. Le ruisseau asséché était effectivement là où l'avait indiqué Madame Le Goff, creusant une cicatrice blanchâtre dans la terre sombre et humide. Ses berges étaient tapissées de galets polis par des siècles d'écoulement, maintenant recouverts d'une mousse verdâtre qui glissait sous le pied. Je l'avais suivi religieusement, consultant régulièrement ma boussole pour maintenir le cap, comptant mentalement mes pas pour respecter la distance prescrite. Mais quelque chose d'étrange et d'inquiétant se produisait. Plus je progressais dans cette direction, plus ma boussole devenait capricieuse et imprévisible. L'aiguille aimantée tremblait anormalement, oscillant sans raison apparente entre plusieurs directions, comme si le champ magnétique terrestre était perturbé par une source d'interférence invisible. Par moments, elle pointait carrément vers le sud, alors que je me dirigeais manifestement vers l'est, puis pivotait brusquement vers le nord-ouest, sans que rien ne justifie ce changement. Au bout d'une heure de marche dans cette ambiance de plus en plus pesante, j'avais renoncé à me fier à cet instrument, devenu totalement inutilisable. Je me contentais de suivre le lit du ruisseau, en espérant que les indications de la vieille dame étaient suffisamment précises pour me mener à destination sans risque de me perdre dans ce labyrinthe végétal. Le chêne foudroyé se dressait effectivement là où elle l'avait annoncé, comme un monument funèbre d'une beauté terrifiante. C'était un arbre gigantesque,
probablement plusieurs fois centenaire, dont le tronc principal devait mesurer au moins 6 mètres de circonférence. La foudre l'avait littéralement fendu en deux sur toute sa hauteur, créant une blessure béante qui exposait le cœur de l'arbre, noirci et pétrifié par la violence de l'impact électrique. Ses branches calcinées le pointaient vers le ciel comme des doigts accusateurs, dénudés de toute feuille, dépouillés de toute vie. Pourtant, l'arbre n'était pas mort. De nouvelles pousses verdoyantes surgissaient çà et là du tronc principal, comme si la nature tentait de refermer cette plaie béante, de cicatriser cette blessure cosmique. L'ensemble dégageait une énergie ambiguë, à la fois destructrice et régénératrice. C'est à partir de ce point de repère que j'avais pris la bifurcation vers l'est, pénétrant dans une partie de la forêt que je n'aurais jamais imaginée en Bretagne. Les arbres étaient différents, plus hauts, plus anciens, plus mystérieux, avec des troncs si larges qu'il aurait fallu une dizaine de personnes se tenant par la main pour les entourer complètement. Leurs racines, apparentes, s'entremêlaient à la surface du sol, formant des entrelacs complexes qui ressemblaient à des symboles gravés dans la terre par une intelligence supérieure. L'écorce elle-même présentait des particularités troublantes, striées de motifs géométriques naturels qui évoquaient une écriture runique, parcourue de veines colorées qui pulsaient faiblement, comme si une sève fluorescente circulait à l'intérieur. Certains troncs semblaient même émettre une phosphorescence très discrète, à peine perceptible en plein jour, mais suffisamment visible pour créer une ambiance fantastique. L'air lui-même avait changé de nature et de densité. Il était devenu plus épais, plus chargé d'humidité, collant à la peau malgré la fraîcheur de la saison. Une odeur complexe flottait partout, mélange de mousse, de champignons, de terre détrempée et de végétation en décomposition, mais aussi quelque chose de plus dérangeant. Une senteur métallique qui rappelait le sang coagulé et la rouille ancienne. Mes oreilles bourdonnaient légèrement, comme si la pression atmosphérique avait subi des variations importantes. Ce phénomène s'intensifiait à mesure que je progressais, créant une sensation d'oppression qui rendait la respiration plus difficile. J'avais l'impression de descendre sous l'eau, de m'enfoncer dans les profondeurs d'un élément étranger à l'existence humaine. La lumière elle-même semblait filtrée différemment par la canopée. Au lieu de la clarté habituelle de la forêt bretonne, une luminosité verdâtre baignait le sous-bois, donnant aux objets des contours flous et changeants. Les ombres ne se projetaient pas normalement. Elles ondulaient, se déformaient, semblaient parfois bouger indépendamment des objets qui les créaient. C'est dans cette ambiance de plus en plus irréelle que j'avais enfin aperçu ma destination. Les pierres noires se dressaient dans une clairière parfaitement circulaire, au centre d'un amphithéâtre naturel formé par les plus vieux arbres de la forêt. Dès que j'étais sorti du couvert végétal pour pénétrer dans cette zone dégagée, j'avais ressenti physiquement le changement d'environnement. L'air était plus froid, plus dense, chargé d'électricité statique qui faisait dresser les cheveux sur mes bras. Les monolithes ne ressemblaient à rien de ce que j'avais pu voir dans d'autres sites mégalithiques, que ce soit en Bretagne ou ailleurs en Europe. Elles n'étaient effectivement pas noires, comme l'avait précisé Madame Le Goff, mais d'un gris verdâtre inquiétant, qui semblait absorber la lumière plutôt que la réfléchir. On avait l'impression que ces pierres étaient des trous dans la réalité, des fenêtres ouvertes sur un néant primordial. 13 monolithes, au total, disposés en cercle parfait, selon une géométrie d'une précision mathématique
troublante, avec une pierre plus haut au centre qui dominait l'ensemble de ces 4 mètres de hauteur. Toutes étaient couvertes de signes gravés que je n'arrivais pas à identifier, malgré mes connaissances en archéologie et en histoire ancienne. Ce n'était ni du latin, ni du grec, ni des runes germaniques, ni même du cunéiforme ou des hiéroglyphes égyptiens. Ces symboles semblaient vivants, organiques, comme s'ils avaient poussé naturellement à la surface de la pierre, plutôt que d'y avoir été gravés par une main humaine. Ils formaient des spirales complexes, des entrelacs impossibles, des figures géométriques qui défiaient les lois de la perspective euclidienne. Plus on les regardait fixement, plus ils paraissaient bouger, se transformer, révéler d'autres significations cachées. L'effet général était absolument saisissant et profondément dérangeant. Ces pierres ne ressemblaient à aucune construction humaine connue. Elles paraissaient littéralement vivantes, pulsant doucement d'une énergie souterraine que je sentais remonter par la plante de mes pieds jusqu'à ma poitrine, créant une résonance dans tout mon corps. Mon cœur s'était mis à battre au même rythme que cette pulsation tellurique mystérieuse. Le silence qui régnait dans cette clairière était d'une qualité différente de celui de la forêt environnante. Ce n'était pas une simple absence de bruit, mais une présence positive, une densité auditive qui semblait absorber et annuler tous les sons. J'entendais battre mon propre cœur avec une netteté extraordinaire. Chaque inspiration et expiration résonnait dans ma tête comme un souffle de forge. J'avais sorti le petit sac d'offrande que m'avait confié Madame Le Goff, et j'avais marché vers la pierre centrale d'un pas hésitant. Mes jambes tremblaient légèrement, sans que je sache vraiment pourquoi. Était-ce l'émotion de découvrir un lieu si secret, si préservé de la curiosité touristique, ou était-ce autre chose, quelque chose de plus primitif et de plus inquiétant, qui activait mes instincts de survie et me conseillait de faire demi-tour immédiatement? Au pied de la pierre centrale, dans une petite dépression naturelle qui semblait avoir été creusée dans le granit par des siècles d'érosion, j'avais découvert les restes d'offrandes précédentes, témoignages troublants de la fréquentation régulière de ce lieu. Des fleurs fanées aux pétales noircis, des pièces de monnaie verte de mousse et d'oxydation, des bougies consumées jusqu'à la mèche et figées dans leur propre coulure de cire. Mais il y avait aussi des objets plus personnels et plus troublants, des photos d'identité jaunies par l'humidité et le temps, des mèches de cheveux de différentes couleurs, nouées avec du fil rouge, de petites figurines d'argile aux formes indistinctes, qui évoquaient vaguement des silhouettes humaines déformées. Quelqu'un d'autre, ou plutôt plusieurs personnes, étaient venus ici régulièrement, apportant leur propre offrande selon des rituels que j'ignorais. L'idée que d'autres visiteurs fréquentaient secrètement ce lieu me rassurait et m'inquiétait à la fois. D'un côté, cela prouvait que je n'étais pas le premier à découvrir ces pierres mystérieuses, que d'autres avaient suivi la même démarche que moi. De l'autre côté, la nature de certaines offrandes, cheveux, photos, figurines, anthropomorphes, suggérait des pratiques rituelles d'un genre que je préférais ne pas approfondir. J'avais déposé mon offrande parmi les autres, et j'avais tenté de prononcer la phrase bretonne que m'avait enseignée la vieille dame « Doué ha-satan, rodinan aotre d'avesa nyamagne ». Ma voix résonnait étrangement dans la clairière, comme si les arbres environnants l'amplifiaient et la renvoyaient déformée, créant un écho multiple aux harmoniques troublantes. À la troisième répétition,
exactement comme me l'avait recommandé Madame Le Goff, j'avais eu la sensation très nette qu'une présence invisible m'observait depuis les sous-bois environnants. Pas une présence humaine, quelque chose de plus ancien, de plus patient, de plus intelligente aussi. Une conscience qui évaluait ma démarche, jaugeait mes intentions, décidait si j'étais digne ou non de poursuivre ma visite. C'est à ce moment précis que j'avais commencé à remarquer les détails troublants qui m'avaient échappé lors de mon arrivée dans la clairière. La mousse qui recouvrait partiellement les pierres ne poussait pas de façon anarchique comme on pourrait s'y attendre. Elle dessinait des motifs réguliers, presque des visages aux expressions changeantes, selon l'angle de vue et l'intensité de la lumière. Ces visages moussus n'avaient rien d'humain. Ils évoquaient plutôt des masques rituels d'une civilisation inconnue, avec des traits anguleux, des yeux disproportionnés, des bouches béantes qui semblaient pousser des cris silencieux. Parfois, quand un nuage passait devant le soleil et modifiait l'éclairage de la clairière, j'avais l'impression que ces physionomies végétales me regardaient directement, suivaient mes mouvements avec une attention malveillante. Les gravures elles-mêmes semblaient bouger légèrement quand je ne les regardais pas directement, se transformant en d'autres symboles, révélant d'autres significations selon un code secret que mon esprit rationnel n'arrivait pas à déchiffrer. C'était comme si ces pierres contenaient plusieurs niveaux de réalité superposés, plusieurs strates de sens qui se révélaient progressivement à l'observateur patient. Mais le plus troublant était cette sensation constante d'être épié par quelque chose de très ancien et de très patient, une intelligence non humaine qui avait tout le temps du monde pour observer, analyser, décider. Je sentais ce regard invisible peser sur moi avec l'intensité d'un projecteur, scrutant chacun de mes gestes, chacune de mes pensées, chacune de mes émotions. J'avais sorti mon appareil photo numérique pour immortaliser ce lieu extraordinaire, me disant qu'il faudrait conserver des preuves tangibles de cette découverte. Mais à chaque clic de l'obturateur, l'image qui apparaissait sur l'écran de contrôle était différente de ce que je voyais à l'œil nu. C'était subtil au début, puis de plus en plus flagrant. Les pierres semblaient plus nombreuses sur les photos, disposées selon une géométrie différente de celle que j'observais directement. Sur certains clichés, des silhouettes floues apparaissaient entre les monolithes, des formes humanoïdes aux contours indistincts, comme des ombres projetées par une lumière invisible ou des reflets de personnes qui n'étaient pas là. Ces apparitions photographiques n'avaient rien de rassurant. Elles évoquaient des êtres décharnés, aux membres disproportionnés, au visage indistinct mais menaçant. Plus troublant encore, quand je reprenais exactement la même vue quelques secondes plus tard, ces silhouettes avaient changé de position ou disparu complètement, remplacées par d'autres formes tout aussi inquiétantes. Mon appareil semblait capable de percevoir des présences que mes yeux ne distinguaient pas, comme s'il avait accès à des longueurs d'onde invisibles pour la perception humaine normale. La température avait commencé à chuter de façon brutale et inexpliquée. En l'espace de quelques minutes seulement, l'atmosphère tiède de cette journée d'août s'était transformée en un froid mordant qui me glaçait jusqu'aux os. Mon haleine devenait visible dans l'air. Mes doigts s'engourdissaient rapidement malgré la saison. Mes vêtements d'été ne suffisaient plus à me protéger de cette chute thermique surnaturelle. Ce phénomène n'avait rien de naturel ou de météorologique. Il ne s'agissait pas d'un front froid
ou d'une perturbation atmosphérique classique. Cette baisse de température était localisée, circonscrite à la clairière des pierres noires, comme si cet endroit obéissait à des lois physiques différentes du reste du monde. Les feuilles des arbres environnants s'étaient mises à bruire sans qu'il y ait le moindre souffle de vent perceptible. C'était un bruissement régulier, rythmé, qui ressemblait à des murmures dans une langue inconnue. Parfois, je croyais distinguer des mots, des phrases, mais quand je concentrais mon attention pour les comprendre, ils redevenaient de simples bruits de feuillage. Ce chuchotement collectif de la végétation créait une ambiance profondément déstabilisante. J'avais l'impression que la forêt entière était devenue consciente, qu'elle s'exprimait dans un langage que seuls les initiés pouvaient comprendre. Ces arbres centenaires avaient été témoins de tant d'événements, de tant de secrets, qu'ils avaient fini par développer leur propre forme de conscience collective. C'est dans cette atmosphère de plus en plus irréelle que j'avais entendu les premiers chants. D'abord très faibles, comme un écho lointain porté par le vent, puis de plus en plus distinct et envoûtant, une mélodie hypnotique aux harmonies impossibles, chantée par des voix qui ne semblaient pas tout à fait humaines, trop graves pour des femmes, trop aiguës pour des hommes, avec des intonations qui faisaient vibrer mes os de l'intérieur. Cette musique ne provenait d'aucun instrument visible, d'aucun chanteur présent dans la clairière. Elle montait du sol lui-même, des pierres, des arbres, comme si toute la nature participait à cette polyphonie surnaturelle. Les harmonies étaient d'une complexité vertigineuse, suivant des gammes qui n'existaient dans aucune tradition musicale humaine connue. J'aurais dû partir à ce moment précis, écouter cette petite voix intérieure qui me hurlait de fuir, de courir jusqu'à la route sans me retourner, d'oublier ce lieu maudit et de ne jamais y remettre les pieds. Tous mes instincts de survie, aiguisés par des millions d'années d'évolution, me conseillaient de déguerpir au plus vite avant qu'il ne soit trop tard. Mais j'étais comme paralysé par la beauté terrible de ce que j'entendais et de ce que je voyais. Cette musique touchait quelque chose de très profond en moi, réveillait des souvenirs qui n'étaient pas les miens, me connectait à une mémoire ancestrale que je n'aurais jamais dû connaître. Elle activait des zones de mon cerveau qui semblaient avoir été programmées pour répondre à ces fréquences particulières. J'avais l'impression de me souvenir d'une époque antérieure à ma naissance, antérieure même à l'existence de l'humanité telle que nous la connaissons. Des images surgissaient dans mon esprit, des paysages préhistoriques où erraient des créatures inclassables, des rituels sanglants célébrés par des êtres aux formes changeantes, des sacrifices offerts à des entités venues d'autres dimensions. Les pierres avaient commencé à luire faiblement d'une phosphorescence verdâtre qui pulsait au rythme exact de la mélodie environnante. Cette luminescence n'avait rien de rassurant. Elle évoquait plutôt la putréfaction, la décomposition radioactive, la mort qui se réveille et reprend vie sous une forme dégradée. Chaque pulsation lumineuse s'accompagnait d'une sensation physique désagréable, comme une décharge électrique de faible intensité qui parcourait tout mon système nerveux. Les gravures, couvertes de mousse, s'animaient littéralement sous mes yeux ébahis. Ce n'était plus une impression subjective liée qu'à la fatigue ou à l'autosuggestion. Les symboles bougeaient réellement, se transformaient, racontaient une histoire en mouvement que mes yeux suivaient malgré moi. Ces pictogrammes préhistoriques prenaient vie, révélaient leur signification cachée
à travers une animation qui défait toutes les lois de la physique. J'y voyais des scènes de rituels très anciens, bien antérieurs à toute civilisation connue, des processions d'êtres aux formes changeantes, mi-humains, mi-animaux, qui se dirigeaient vers des autels de pierre où se déroulaient des cérémonies innommables. Ces créatures portaient des masques ou avaient des visages naturellement déformés, avec des traits qui mélangeaient plusieurs espèces de façon monstrueuse. Les sacrifices qu'elles accomplissaient n'impliquaient pas seulement des animaux ou des humains. Elles offraient aussi des fragments de réalité, des morceaux d'espace-temps, des concepts abstraits, matérialisés sous forme d'objets impossibles. Leur divinité n'était pas des êtres anthropomorphes, comme les dieux de nos religions, mais des entités géométriques aux dimensions multiples, des intelligences cristallines qui se manifestaient sous forme de structures architecturales vivantes. Dans cette transe hypnotique, j'avais complètement perdu toute notion du temps qui passe. Le soleil déclinait déjà vers l'horizon, quand j'avais réalisé avec un sursaut de terreur que je n'étais plus seul dans la clairière. Ils étaient arrivés silencieusement, pendant que j'étais absorbé par ma contemplation, sortant des sous-bois, comme s'ils avaient toujours été là, faisant partie intégrante du paysage. Une douzaine de personnes, en longues robes sombres, le visage entièrement dissimulé par des capuches profondes qui projetaient une ombre impénétrable sur leurs traits. Elles se déplaçaient avec une grâce fluide qui n'avait rien d'humain, glissant plutôt qu'elles ne marchaient, leurs pieds ne semblant pas toucher le sol de la même façon que les miens. Ces silhouettes, encapuchonnées, avaient pris position autour du cercle de pierre, avec une précision mathématique troublante, parfaitement synchronisée, comme si elles obéissaient à un chef d'orchestre invisible. Elles avaient commencé à psalmodier dans la même langue, impossible, que j'entendais depuis une heure, leur voix s'harmonisant parfaitement avec le chant qui montait des pierres et du sol. Cette polyphonie créait une résonance d'une complexité vertigineuse qui dépassait largement les capacités de l'oreille humaine. L'air vibrait littéralement autour de nous, déformant ma vision comme des vagues de chaleur, créant des interférences optiques qui transformaient la réalité en kaléidoscope mouvant. L'un des officiants s'était approché de moi d'un pas glissé qui ne produisait aucun bruit. Sous sa capuche, j'avais aperçu un visage qui n'avait rien de rassurant, des traits trop fins pour être humains, des yeux d'un bleu si pâle qu'ils semblaient presque blancs, une peau translucide qui laissait transparaître un réseau de veines bleuâtres. Quand il avait parlé, sa voix résonnait comme s'il s'exprimait depuis le fond d'un puits artésien. « Tu as fait l'offrande correcte », m'avait-il dit en français, mais avec un accent que je ne parvenais pas à identifier, un accent qui semblait venir d'une époque antérieure à la formation des langues modernes. Tu peux rester pour la célébration de ce soir, ou partir maintenant et oublier ce que tu as vu, retourner à ta vie ordinaire comme si rien ne s'était passé. Mais si tu choisis de rester, il faudra accepter les conséquences. Certaines connaissances transforment irrémédiablement celui qui les reçoit. J'aurais dû partir immédiatement, écouter les recommandations de Madame Le Goff, qui m'avait bien dit de ne jamais rester après le coucher du soleil. Mais la curiosité était plus forte que la prudence, et quelque chose dans cette ambiance surnaturelle me fascinait au-delà de toute raison. J'avais l'impression d'être sur le point de découvrir des secrets que l'humanité avait oubliés depuis des millénaires. D'un hochement de tête qui engageait probablement beaucoup plus que je ne le réalisais à ce moment-là, j'avais signifié que je voulais rester et assister à cette cérémonie mystérieuse. L'être encapuchonné
avait eu un sourire, du moins, ce que je supposais être un sourire sous l'ombre de sa capuche, et avait rejoint ses compagnons dans leur danse rituelle. Le rituel qui s'était alors déroulé sous mes yeux échappait à toute description rationnelle et à toute compréhension basée sur les lois de la physique terrestre. Les officiants s'étaient mis à danser autour des pierres selon des figures géométriques d'une complexité mathématique stupéfiante, leurs mouvements accompagnés par une musique qui ne provenait d'aucun instrument visible, mais qui semblait émaner de l'air lui-même. Cette chorégraphie n'avait rien de folklorique ou de traditionnel. C'était une danse cosmique qui reproduisait les mouvements des planètes, les rotations galactiques, les pulsations de l'univers lui-même. Chaque geste était calculé pour créer des résonances spécifiques, pour ouvrir des portes dimensionnelles, pour établir des connexions avec des plans de réalité habituellement inaccessibles. Le sol sous mes pieds vibrait comme la peau d'un tambour géant, et les arbres environnants se balançaient au rythme de cette cérémonie, bien qu'il n'y eût toujours pas le moindre souffle de vent naturel. Toute la forêt participait à ce rituel millénaire, comme si elle avait été programmée depuis l'origine des temps pour servir d'amplificateur à ces énergies primitives. Les pierres s'illuminaient de plus en plus intensément, projetant des ombres dansantes qui bougeaient indépendamment de leur source lumineuse. Ces ombres prenaient des formes impossibles, défiant les lois de l'optique géométrique, des silhouettes qui se retournaient sur elles-mêmes, des perspectives qui s'inversaient, des géométries non euclidiennes qui faisaient mal aux yeux et donnaient le vertige. Dans ces jeux d'ombre et de lumière surnaturelle, je commençais à distinguer des formes qui n'appartenaient pas à notre monde, des créatures aux anatomies aberrantes, des architectures cristallines qui pulsaient de vie propre, des paysages d'autres planètes où la gravité obéissait à d'autres lois, où les couleurs n'existaient pas dans notre spectre visible, où le temps s'écoulait selon des rythmes différents. L'air lui-même se densifiait progressivement, devenant presque palpable, chargé d'une électricité statique qui faisait dresser tous les poils de mon corps. Respirer devenait difficile, non pas par manque d'oxygène, mais parce que cet oxygène était altéré, transformé en quelque chose qui n'était plus tout à fait compatible avec la physiologie humaine. C'est alors que quelque chose avait commencé à émerger du sol, au centre exact du cercle de pierre. D'abord, ce n'était qu'une perturbation dans la terre meuble, comme si quelque chose de gigantesque remuait dans les profondeurs souterraines. Puis un renflement s'était formé, qui s'élevait lentement, prenant forme et substance selon une logique qui échappait aux lois de la biologie terrestre. Ce qui était sorti de là ne ressemblait à rien de connu dans notre monde. C'était une masse tentaculaire aux contours fluctuants qui oscillait en permanence entre différents états de matière, parfois solide et oppressante, parfois gazeuse et translucide, parfois liquide et visqueuse. Cette entité semblait maîtriser toutes les formes physiques possibles, selon sa volonté ou ses besoins. Sa surface était couverte d'écailles iridescentes qui changeaient de couleur selon l'angle d'observation, créant des reflets qui n'existaient dans aucune palette terrestre. Des yeux s'ouvraient et se fermaient au hasard sur toute cette masse mouvante, certains minuscules comme des grains de sable, d'autres énormes comme des assiettes, tous dotés d'une intelligence ancienne et malveillante qui évaluait chaque être présent avec un intérêt gourmand. Cette créature, si le terme de créature était approprié pour qualifier quelque chose d'aussi inclassable,
ne semblait pas entièrement matérialisée dans notre dimension. Elle fluctuait entre différents plans d'existence, apparaissant tantôt avec une netteté saisissante, tantôt s'estompant jusqu'à devenir presque invisible. Mais sa présence était indéniable, écrasante, chargée d'une puissance qui faisait trembler les fondements mêmes de la réalité locale. Les chants des officiants atteignaient maintenant un paroxysme d'intensité qui dépassait les limites du supportable pour l'oreille humaine. Mes tympans saignaient, mais je ne pouvais pas détourner les yeux de ce spectacle fascinant et terrifiant. Cette polyphonie déchirait littéralement l'air, ouvrait des brèches dans le tissu de l'espace-temps, permettait à des forces venues d'ailleurs de se manifester temporairement dans notre réalité. La chose au centre du cercle s'était mise à communiquer, pas avec des mots ou des sons audibles, mais directement dans mon esprit, court-circuitant mes organes sensoriels pour s'adresser directement à ma conscience. Ce contact télépathique m'inondait d'images et de sensations que mon cerveau humain n'était pas conçu pour traiter sans dommage permanent. Les visions qui déferlaient dans ma tête me montraient l'histoire véritable de Brocéliande, pas la version romantique et édulcorée des légendes arthuriennes que connaît le grand public, mais la réalité beaucoup plus sombre et plus ancienne qui se cache derrière ces contes pour enfants. Cette forêt était un point de contact privilégié entre notre monde et des dimensions parallèles où évoluent des entités que l'humanité primitive avait adorées comme des dieux avant de les oublier au fil des millénaires. Les pierres noires n'étaient pas des monuments funéraires ou des cercles astronomiques comme les autres sites mégalithiques européens. C'étaient des ancres dimensionnelles, des balises technologiques qui maintenaient ouvert un passage entre les plans d'existence, permettant à ces intelligences supérieures de surveiller notre évolution et d'intervenir discrètement dans notre développement selon leurs plans mystérieux. Les druides de l'Antiquité connaissaient la vérité sur ces entités. Ils ne les adoraient pas, ils les craignaient et négociaient avec elles comme on traite avec la mer pendant une tempête. Ils savaient quels mots calmer, quelles offrandes détourner, quelles mesures exactes préserver pour que les portes restent entr'ouvertes sans jamais s'arracher à leur gonds. Leur science était une balance, pas une révérence. Quand les peuples ont oublié, la forêt a retenu. Je voyais cette vérité défiler dans mon esprit comme un manuscrit qu'on tournerait trop vite. La créature ne parlait pas, elle imprimait, et chaque image laissait une brûlure froide qui se prolongeait jusque dans ma nuque. Je sentais ma mémoire se défaire par plaques, comme une peinture qui s'écaille sous la pluie acide. Le monde criait sans bruit autour de moi. L'un des officiants a cessé de chanter et a posé une main gantée sur ma poitrine. Son toucher n'avait pas de chaleur, mais il avait du poids, comme un livre de pierre. Il m'a dit que toute porte exige un péage. Il n'a pas prononcé le mot « sacrifice ». Il a parlé d'équilibre. Le prix pouvait être modeste ou total. Un souvenir, un nom, un futur possible, un visage que je n'aurais plus, une voix que je ne reconnaîtrais pas au réveil. Il me laissait choisir, ce qui rendait l'effroi plus perçant. La liberté a parfois la morsure d'un piège parfait. J'ai pensé à ma mère et à sa voix, de l'autre bout du fil, à un rire que j'aimais et que je n'entendais déjà plus très bien dans ma tête. J'ai pensé à mon prénom, 3 syllabes simples qui me tenaient au monde comme une encre. J'ai vu le docteur Moreau se pencher sur moi dans son cabinet.
et dans ce souvenir, sa pupille avait la pâleur de la créature. Soudain, tout s'assemblait trop bien. Alors j'ai fouillé mon sac d'un geste désespéré. Mes doigts ont trouvé la fiole d'eau bénite, tiède sous la paume, comme si elle respirait. Je n'avais pas de plan, seulement un refus d'être tondé à la racine. Je me suis rué vers la pierre centrale et j'ai renversé l'eau sur la surface veinée. La lumière verdâtre a vacillé comme une flamme dans un courant d'air. Les symboles ont hoqueté, puis se sont figés l'espace d'une respiration. Les officiants ont reculé d'un même mouvement. Pas de peur, plutôt d'agacement. La chose a replié quelques yeux et a modifié sa masse comme pour changer d'angle. J'ai crié la prière en breton que m'avait apprise Madame Le Goff, non pas pour demander la permission de rester, mais pour demander la permission de partir. La phrase s'est cassée dans ma bouche, rauque et mal articulée. Pourtant je l'ai répétée encore. Ma voix a ricoché sur les troncs, comme une pierre affolée sur un étang noir. Les feuilles ont brusquement cessé de murmurer. Le sol s'est mis à battre contre mes semelles, non plus comme un tambour, plutôt comme un cœur affamé. Une fenêtre de ténèbres s'est entr'ouverte derrière les pierres, et j'ai compris qu'elle était pour moi. J'ai couru. Aucun de ces êtres ne m'a touché, aucun n'a tenté de m'entraver, ce qui m'a terrifié davantage. La forêt a plié l'espace à sa convenance. Les racines se nouaient devant moi. Les sentiers se déplaçaient comme des serpents d'écorce. Je me guidais au bruit de mon propre souffle. Unique chose, encore à moi. À un moment que je ne saurais dater, j'ai senti quelque chose se déchirer derrière mon dos, comme un tissu humide. Je n'ai pas osé me retourner. La lumière du jour a fini par reprendre une couleur humaine, et l'odeur métallique s'est dissipée comme une fièvre qui quitte. J'ai retrouvé le ruisseau asséché, puis la chapelle, puis la route. Chaque étape posée dans le monde, comme une pierre blanche. Mes jambes tremblaient encore quand la porte de l'auberge a cédé sous ma main. Le salon était vide et parfaitement rangé. La tasse de Madame Le Goff reposait sur la table basse, froide et propre, comme si elle n'avait jamais été remplie. Sur la cheminée, un cadre ancien montrait une jeune femme en coiffe qui me regardait avec les mêmes yeux bleus que les siens. Au dos du cadre, une phrase au crayon disait seulement que la garde passe, la forêt demeure. Je me suis regardé dans le miroir du couloir. Mon visage était le mien, un peu plus pâle, un peu plus creusé aux tempes. Puis j'ai vu ce qui manquait. Mon reflet n'avait pas d'ombre autour de lui, et mes pas n'avaient plus de pénombre sur le carrelage. La nuit suivante, j'ai quitté Paimpont sans prévenir. La route filait entre des talus qui me semblaient soudain très anciens. Je n'ai pas mis la radio. J'avais peur d'entendre dans le souffle des parasites la même polyphonie que dans la clairière. Les étoiles évitaient le pare-brise avec une délicatesse presque polie. À Paris, les choses ont d'abord paru normales. Les photos prises aux pierres noires se sont copiées sur mon ordinateur avec une docilité obéissante. Quand je les ai ouvertes, chaque image présentait des variantes minimes de mon salon, comme si une autre pièce s'était glissée à la place à chaque ouverture. Sur quelques clichés, on distinguait au fond un couloir qui n'existait pas chez moi. Je ne dormais presque plus. Quand je m'endormais enfin, je rêvais d'un vestibule sans mur, où ma silhouette me faisait face, séparée de moi par une mince pellicule de verre liquide. Elle me mimait avec une fraction de retard, puis cessait de me suivre pour poser sa main sur le verre du côté des pierres. Sa paume était d'encre sèche.
Le docteur Moreau m'a rappelé pour une prétendue séance de suivi. Sa voix se voulait rassurante, mais elle avait l'inflexion de quelqu'un qui lit une partition qu'il connaît trop bien. Il a évoqué des techniques de réintégration, puis il a dit qu'il faudrait sans doute revenir sur place, et sa langue a trébuché sur le mot « permission ». Je lui ai raccroché au nez avec une politesse automatique. Le soir, on a frappé à ma porte avec 2 coups espacés, puis un 3e plus léger. J'ai su que c'était la cadence de l'auberge. J'ai ouvert, et je n'ai vu personne dans le couloir. Sur le paillasson, un petit sac de toile m'attendait, rempli d'herbes sèches et d'une seule pièce de cuivre ternie, gravée de signes qui n'étaient pas de notre alphabet. J'ai compris que je n'étais pas allé à la cérémonie par hasard. On m'avait poussé comme on aiguillonne un animal hésitant vers l'enclos. Madame Le Goff n'était pas une vieille femme hospitalière. Elle était une passeuse. Le docteur n'était pas un thérapeute. Il était un chef de gare. Les jours se sont allongés en un ruban sans relief. Mon ombre s'arrêtait toujours, un peu avant moi, quand je marchais dans la rue, comme retenu par une frontière invisible que je franchissais seul. Les vitres me renvoyaient un reflet trop lisse, lessivé de profondeur. Mes proches me parlaient avec une nuance d'étrangeté, comme si ma voix avait changé d'étoffe. Une nuit d'insomnie, j'ai posé la pièce de cuivre sur ma table et j'ai allumé une bougie par instinct. La lueur a éclairé les signes et j'ai reconnu la trame mathématique de la danse autour des pierres. Tout était là, réduit, miniaturisé, prêt à être réactivé. J'ai éteint la bougie avec un geste brusque, mais l'odeur de cire m'a suivi jusqu'au matin. Je savais désormais ce que la forêt attendait. Elle ne voulait ni mon sang, ni ma vie. Elle voulait ma cohérence. Il fallait que je revienne pour recoudre ce qui s'était défait, au prix d'un troc que je ne maîtriserais pas. Refuser ne ferait que prolonger l'écartèlement. J'ai pris le train avant l'aube, sans prévenir personne. Dans la vitre, mon visage se tenait en biais par rapport au paysage, comme s'il voyageait sur une voie parallèle. Les talus bretons ont réapparu avec leur humble majesté et l'air s'est chargé de cette humidité ancienne qui vous entre dans les os comme une parole. Je n'avais plus peur. J'avais la lucidité sèche des gens qui acceptent. À Paimpont, l'auberge était ouverte comme une maison de famille. Madame Le Goff m'attendait dans le salon, debout, droite, les mains jointes, sur son tablier. Ses yeux ne brillaient plus, mais ils n'étaient pas tristes. Elle m'a dit que certaines dettes se paient en tenant sa place dans le cercle pendant un temps compté par d'autres calendriers. Nous avons marché ensemble jusqu'au sentier non balisé. Les ronces m'ont reconnu. Elles se sont écartées avec une docilité visqueuse. Aux chaînes foudroyées, elle m'a serré le bras et m'a confié un petit couteau à manche d'os. Elle m'a dit que je n'aurais pas à m'en servir si je regardais droit. La clairière nous a reçus comme on entre dans une cathédrale sans porte. Les pierres pulsaient avec une douceur presque maternelle. J'ai posé la pièce de cuivre au centre, puis j'ai prononcé la prière à voix basse, non plus pour obtenir, mais pour rendre. Ma silhouette s'est détachée de la mousse comme une page arrachée qui cherche sa reliure. Elle s'est avancée vers moi, avec prudence, comme un animal blessé qui reconnaît sa niche. Nos mains se sont touchées, et il n'y a pas eu de froid, pas d'étincelle, seulement l'évidence d'une fermeture. Le chant a repris, mais il n'écrasait plus. Il berçait. La créature a entrouvert quelques yeux, puis les a refermés comme on ferme des volets avant la pluie. Quand tout s'est tu,
La lumière était celle d'un après-midi très simple. Madame Le Goff pleurait sans bruit. Ses larmes suivaient les rides, avec une discipline ancienne. Elle m'a dit que j'avais payé le prix le plus doux qui soit, ce qui voudrait dire qu'il en existe de plus durs. Je n'ai pas demandé lesquels. Nous avons regagné l'auberge en parlant de recettes et de météo, comme le font les vivants pour conjurer ce qu'ils ne peuvent pas nommer. Le soir, j'ai dormi d'un sommeil presque normal, lourd et entier, sans musique étrangère dans les oreilles. Au matin, mon reflet portait une ombre nette, pas plus longue que moi, pas plus courte. Je l'ai salué intérieurement comme on salue un compagnon retrouvé. Je suis reparti avec un calme neuf et une discrète inquiétude, la seule qui vaille. La forêt ne m'a pas retenu, mais elle ne m'a pas oublié. Je sais à présent pourquoi les gens d'ici détournent le regard quand on évoque certaines pierres, et je ne leur en veux pas. Ce que je vous laisse est un avertissement, pas une invitation. Si vous y allez, n'y allez jamais pour prouver. Allez-y pour prendre acte, puis repartez sans vous retourner. Tenez vos promesses, même celles qu'on vous a mises en bouche, et ne tardez pas quand la lumière décline. La prudence n'est pas de la peur. C'est une gratitude correcte envers ceux qui nous tolèrent